On croit souvent bien connaître nos villes, mais en réalité, il y a un pouls qu'on a toujours eu beaucoup de mal à mesurer, celui des vélos. Aujourd'hui, on va voir comment, en partant de seulement quelques chiffres, on peut arriver à dessiner une carte complète et vivante de tous ces déplacements. C'est un peu comme si on pouvait enfin observer le rythme cardiaque de la ville en temps réel. Alors voilà la question de départ. En apparence, elle est toute simple, mais y répondre avec la moindre précision, ça a été un vrai casse-tête pour les urbanistes pendant des décennies. Comment on fait sérieusement pour mesurer un flux aussi diffus, aussi changeant que celui des vélos dans une métropole? En fait, jusqu'à très récemment, les villes étaient coincées face à un dilemme. D'un côté, on avait les grandes enquêtes de mobilité, super complètes, très détaillées, mais réalisées tous les 10 ans. C'est une photo qui est déjà jaunie au moment où on la regarde. Et de l'autre côté, on a les compteurs vélos. Eux, ils donnent le pouls en temps réel, c'est génial, mais seulement à des points très précis. Ça laisse d'immenses zones d'ombre partout ailleurs. Bref, le choix c'était soit une vue d'ensemble mais déjà périmée, soit une vision instantanée mais complètement trouée. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va bien cerner le problème, cet angle mort. Ensuite, on découvrira la nouvelle méthode qui change la donne. On plongera au cœur du modèle pour voir comment il marche, puis on regardera les résultats concrets. Et enfin, on se projettera un peu dans l'avenir de ces analyses. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le principal obstacle à la création d'infrastructures cyclables vraiment efficaces, ça a toujours été ça. Le manque de données fiables et à jour. C'était un peu comme demander à un urbaniste de dessiner les pistes du futur en se basant sur une vieille carte en papier, plein de routes qui n'existent même plus. C'était de la navigation à vue. Et la solution, eh bien, elle tient en deux mots, la fusion de données. L'idée, qui est assez géniale, c'est d'arrêter d'opposer les vieilles données complètes et les nouvelles données partielles. Et si, au lieu de choisir, on les forçait à collaborer, à s'enrichir mutuellement pour créer une image qui soit à la fois complète et à jour? C'est là que se trouve toute l'innovation. Cette phrase, elle résume tout. On ne parle plus d'une vision figée, historique, d'un instantané, non. On parle de créer un véritable jumeau numérique de la mobilité à vélo. Un système qui vit, qui respire, qui évolue en même temps que la ville. Bon, voyons un peu comment cette idée prend forme concrètement. Parce que ce n'est pas juste un concept en l'air. C'est une méthodologie scientifique, très rigoureuse, qui a été développée, testée et validée. Pour bien comprendre, il faut imaginer un puzzle avec deux types de pièces très différentes. La première pièce, ce sont les données statiques, les fameuses enquêtes. Elles nous disent le pourquoi. Qui se déplace, d'où à où et pour quelles raisons. C'est le contexte, la trame de fond. La deuxième pièce, ce sont les données dynamiques des compteurs. Elles nous ancrent dans le réel, elles nous disent le combien. Combien de vélos passent par ici, maintenant. La magie de la méthode, ça va être de réussir à emboîter ces deux pièces pour qu'elles forment une image parfaite. Ok, maintenant on ouvre le capot. Comment est-ce qu'on passe concrètement de ces deux sources de données brutes à une carte des flux de vélos rue par rue et heure par heure? Eh bien, le moteur fonctionne en 4 étapes bien précises. Le processus est vraiment ingénieux. On commence par créer une carte théorique de tous les déplacements, ensuite on la confronte à la réalité du terrain, c'est-à-dire aux chiffres des compteurs, et c'est là que ça devient fascinant. Le modèle va s'auto-corriger intelligemment jusqu'à ce que sa théorie colle parfaitement à la réalité observée. Voyons ça en détail. Alors, première étape, on crée ce qu'on appelle une population synthétique. En clair, à partir des données des grandes enquêtes, le modèle va générer une version virtuelle de la population et va imaginer tous les trajets à vélo que ces gens pourraient faire dans une journée. C'est une première ébauche, une grande carte de tous les déplacements possibles, maison-boulot, maison-école, etc. C'est ce qu'on appelle la matrice origine-destination de départ. Maintenant qu'on a tous ces points de départ et d'arrivée, un algorithme de routage très puissant entre en jeu. Et ce qui est fort, c'est qu'il ne va pas calculer un seul itinéraire, le plus court. Non, il va calculer tous les chemins réalistes qu'un cycliste pourrait prendre. Du plus rapide au plus agréable, en passant par celui avec le moins de dénivelé, on obtient ce que les experts appellent des chevelus OD. Imaginez une immense toile d'araignée de tous les itinéraires possibles qui relient deux points. C'est à ce moment-là que le modèle fait sa toute première prédiction. En se basant sur sa population virtuelle et sur cette toile d'araignée d'itinéraire, il calcule combien de vélos devraient passer, en théorie, devant chaque compteur réel. La formule, sans rentrer dans le détail, dit simplement ça, on additionne tous les petits bouts de trajet qui ont une probabilité de croiser un compteur. C'est l'heure de la confrontation avec la réalité. Et là, on est au cœur du réacteur, au cœur de l'innovation scientifique. Imaginez une balance. D'un côté, on met les prédictions théoriques du modèle. De l'autre, les vrais chiffres des compteurs. Au début, évidemment, la balance n'est pas équilibrée. Le modèle va alors introduire un petit facteur de correction, ce fameux lambda, pour chaque type de trajet.
Il va se dire « Tiens, j'ai l'impression d'avoir sous-estimé les trajets pour aller au travail dans ce quartier. Alors, je vais leur donner un peu plus de poids. » Et un algorithme va ajuster des milliers de ces lambdas, encore et encore, jusqu'à ce que la balance soit parfaitement à l'équilibre. C'est ce couplage modèle-mesure qui est révolutionnaire, car il permet de reconstruire une information hyper riche et précise sur tout le réseau, même là où il n'y a pas de capteur. Bon, la théorie, c'est une chose, mais est-ce que ça marche en vrai? Pour le savoir, la méthode a été appliquée à très grande échelle sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi la Nouvelle-Aquitaine? Parce que c'est un laboratoire idéal, avec des grandes villes, des zones périurbaines, des campagnes. Pour l'analyse, la région a été découpée en 45 bassins de mobilité. Et c'est là que ça devient très parlant. Seuls 17 de ces bassins avaient assez de compteurs pour que le modèle puisse se caler sur la réalité. Mais grâce à la méthode de correction qu'on vient de voir, il a pu extrapoler et générer des données fiables pour les 28 autres bassins. On voit bien toute la puissance de l'approche. Et le résultat global, il est assez saisissant. Pour le mois de mai 2024, le modèle a estimé qu'il y avait en moyenne 1,3 million de trajets à vélo par jour dans la région. Pour bien se rendre compte, comparons. Les enquêtes nationales, qui lissent les chiffres sur toute l'année, tablaient sur environ 800 000 trajets. Le modèle dynamique, lui, arrive à 1,3 million pour le mois de mai. C'est logique, avec le retour du beau temps, la pratique explose. On parle de plus de 60% d'écart. On voit bien ici l'intérêt d'avoir une estimation qui vit au rythme des saisons, qui colle à la réalité du terrain. Mais le chiffre global n'est même pas le plus important. Le vrai trésor, c'est la boîte à outils que ça donne aux collectivités. Pour chaque bassin de mobilité, pour chaque quartier, elles peuvent maintenant connaître les volumes de cyclistes heure par heure, rue par rue, savoir le nombre de kilomètres parcourus, et même distinguer un trajet pour aller au travail d'une balade du dimanche. Pour décider où mettre la prochaine piste cyclable, c'est tout simplement une révolution. Ce qui n'était au départ qu'un projet de recherche est aujourd'hui en train de devenir un outil standard, prêt à être déployé partout en France. Quand on regarde le chemin parcouru, c'est assez impressionnant. Ça a démarré comme une recherche en 2018. 3 ans plus tard, le concept était validé en région parisienne. Et aujourd'hui, en 2025, on a une chaîne de traitement complète, presque automatisée, capable d'analyser une région entière. Et ce n'est pas fini, le modèle va continuer de s'améliorer, les prochaines étapes sont déjà claires, lui donner encore plus de données locales à manger, affiner la compréhension des itinéraires en utilisant les données d'application de cyclistes, et bien sûr continuer à améliorer la qualité des données des compteurs. Plus le système sera nourri, plus son cerveau deviendra précis. Finalement, cette innovation, c'est un peu comme si on nous avait donné un stéthoscope pour écouter le cœur de nos villes. La question n'est plus de savoir si les gens font du vélo, c'est de comprendre avec une précision inédite où, quand et comment ils en font. Et ça nous amène à la seule question qui compte vraiment. Maintenant qu'on peut prendre le pouls de nos rues en temps réel, qu'est-ce qu'on fait pour leur offrir un avenir plus sain et plus durable? C'est tout l'enjeu. Merci de nous avoir suivis.